Après chaque mort qui aurait dû être définitive, le monde semblait légèrement différent. J'ai grandi dans une région rurale de Nouvelle-Zélande. J'avais un ami très proche qui vivait dans la ferme voisine et nous passions presque tout notre temps ensemble jusqu'à nos 16 ans, moment où il a déménagé et où nous avons fini par perdre le contact. 4 ans plus tard, je voyageais en Europe avec ma petite amie quand notre camping-car est tombé en panne. Un motard s'est arrêté, a ôté son casque et j'ai reconnu mon ami d'enfance. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que les années s'étaient repliées sur elles-mêmes. Il a souri en me voyant, un sourire exactement comme celui qu'il avait quand il courait avec moi dans l'herbe haute près des clôtures de nos fermes. Il a posé sa moto sur la béquille, m'a serré dans ses bras et s'est mis à raconter ce qu'il était devenu depuis son départ, comme si notre dernière conversation datait de la veille. Ma petite amie nous regardait avec un mélange de surprise et de curiosité, et je réalisais que je venais de tomber sur un fragment de mon passé au milieu d'une route européenne où je n'aurais jamais imaginé croiser quelqu'un de mon ancienne vie. Lui aussi semblait étonné de me retrouver là, et cette rencontre improbable a transformé notre panne mécanique en une soirée entière de retrouvailles improvisées autour d'un petit café de bord de route. J'étais en train d'observer un tractopelle Caterpillar jaune en train de creuser la terre. C'était un de ces moments où rien ne presse, où l'on regarde une machine travailler presque mécaniquement. La pelle descendait, remontait, puis lâchait un amas de terre un peu plus loin. Je l'ai vu faire ce mouvement exactement 2 fois, puis commencer une 3e. Tout était normal, rythmé, prévisible. Et puis quelque chose a dérapé dans la continuité même du moment. Alors que la 3e pelletée n'était même pas terminée, la scène s'est transformée sous mes yeux. Pas lentement, pas subtilement. Un claquement invisible et tout avait changé. À l'endroit exact où, une seconde plus tôt, la machine fonctionnait, il y avait maintenant un tractopelle complètement différent. Le même modèle, pourtant. Mais il était couvert de poussière, immobile, hors service. Il n'était même plus à la même position. Le trou dans le sol avait disparu. Le tas de terre aussi. On aurait dit que plusieurs jours s'étaient écoulés entre les 2 images. Et au volant, il n'y avait plus personne. Le changement a été instantané. Un passage brutal d'une scène vivante à une scène abandonnée. Comme si quelqu'un avait pris le film de la réalité, avait retiré une longue séquence, et m'avait propulsé directement vers une version altérée du même décor. J'ai regardé autour de moi, cherchant un indice, un signe que quelque chose avait physiquement changé au-delà de cette machine. Le monde était exactement le même, sauf ce morceau de temps qui semblait avoir sauté. Je n'ai pas ressenti de transition, pas de vertige, pas d'ombre qui bouge. Juste une coupure. Une absence de logique. Pendant un long moment, je suis resté à fixer le tractopelle immobile, à comparer mentalement ce que j'avais vu quelques secondes plus tôt et ce que je voyais maintenant. Les détails ne correspondaient à aucun scénario normal. Il aurait fallu que quelqu'un vienne, déplace la machine, arrête tout, laisse passer des jours, puis que je revienne au même endroit sans m'en rendre compte. Rien de tout cela ne s'était produit. J'étais resté là, sans détourner le regard. Alors c'était en 2007, ou peut-être en 2008, peu importe car c'était il y a longtemps, et j'avais besoin de nouveaux vêtements. Ma mère et moi avons donc décidé, par un jour très sombre et couvert, d'aller dans le nouveau magasin chinois qui venait d'ouvrir pour m'en acheter, car ils y seraient probablement moins chers. Nous avons commencé à arpenter ce grand magasin rempli de marchandises bon marché d'origine douteuse tout en ramassant des vêtements susceptibles de m'intéresser. Nous avons trouvé 2 pantalons plutôt sympas et quelques chemises, et ma mère m'a dit d'aller me changer et qu'elle me rejoindrait tout de suite. Je suis donc entré dans la petite cabine d'essayage faiblement éclairée et j'ai commencé à enlever le pantalon qui m'appartenait déjà pour essayer celui que nous venions de choisir. J'en étais à peu près à la moitié du processus, le nouveau pantalon encore autour des cuisses, quand soudain le rideau de la cabine, celui qui me séparait du reste du magasin, s'est mis à bouger. 3 secousses violentes, brusques et pourtant très rythmées, comme si quelqu'un le tirait d'une manière bien précise.
Je me suis redressé, un peu effrayé, pensant que j'étais la victime d'un pervers, sans parler du bruit soudain qui m'avait terrifié. Mais même avant que le rideau ne soit complètement écarté, avant la dernière secousse, qui ai-je vu? Ma mère, debout, les bras croisés. Elle ne touchait même pas le rideau et pourtant il bougeait. J'étais abasourdi. J'ai passé la tête hors de la petite cabine pour voir si quelqu'un d'autre avait tiré le rideau, ou s'il s'était accroché à quelque chose, ce qui aurait pu expliquer ce mouvement étrange. Rien. À ma gauche, la direction d'où il semblait avoir été tiré, il y avait un homme occupé à aider son fils et qui ne regardait même pas dans ma direction. En plus, s'il avait tenté d'ouvrir le rideau pour me regarder sans permission, tu imagines bien que ma mère aurait réagi. Au lieu de ça, elle restait là, les bras croisés, à me fixer droit dans les yeux. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, elle a fait un pas rapide en avant et a dit très calmement, « Bon, voyons voir ce pantalon. » Au début je n'ai pas eu l'occasion de lui parler de cet événement étrange, mais une fois dans la voiture je lui ai demandé, quand j'étais dans la cabine, le rideau s'est mis à bouger d'un coup et d'une façon vraiment bizarre, et quand il a bougé j'ai vu que tu étais là et tu ne le touchais même pas. Comment tu as fait ça? Et ma mère a répondu comme elle le fait toujours lorsqu'il se passe quelque chose d'incroyablement étrange qui la concerne. Elle a répondu exactement comme elle répondrait des années plus tard quand mon beau-père s'est retrouvé avec une deuxième voix. Tu as deviné. De quoi tu parles? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Et voilà le deuxième événement vraiment très étrange qui m'est arrivé dans ma vie et que je suis encore aujourd'hui incapable d'expliquer. Le plus curieux, c'est que dans les deux cas ma mère était impliquée, alors peut-être que c'est mon premier indice. Quand j'étais enfant, ma chienne Penny avait disparu de ma vie. Littéralement. Le compagnon de ma mère de l'époque l'avait emmenée je ne sais où, sans prévenir personne, sans explication, sans retour possible. On n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Pendant des semaines j'ai espéré la voir revenir, j'écoutais chaque bruit dans la cour, chaque grattement imaginaire contre la porte. Puis le temps avait continué d'avancer et, même si je ne voulais pas l'admettre, j'avais commencé à croire qu'elle ne reviendrait jamais. 3 mois après sa disparition, un après-midi banal avait pris une tournure qui ne m'a jamais quitté. J'étais rentré en courant depuis l'extérieur, encore couvert de poussière et d'énergie, et j'avais traversé la cuisine où ma mère préparait quelque chose. Je lui ai lancé un geste rapide puis j'ai tourné dans le couloir pour aller vers ma chambre. En passant l'angle du mur, j'ai levé les yeux. Penny était là. Debout à l'autre extrémité du couloir, tout au fond, près de la chambre arrière. Elle regardait d'abord vers la pièce, la tête légèrement penchée comme quand elle essayait de comprendre un mouvement. Puis elle a tourné les oreilles avant même de me voir, comme si elle avait senti ma présence. Quand elle s'est retournée vers moi, j'ai senti une vague d'émotion m'envahir. C'était elle. Le même regard doux, la même posture, la même petite vibration dans la queue prête à remuer. On s'est reconnus en une fraction de seconde. Elle a illuminé le couloir d'une joie que je connaissais trop bien, presque une explosion d'excitation contenue. J'ai crié son nom, Penny, avec un bonheur qui sortait du fond de la poitrine. Elle a commencé à trottiner vers moi, vraiment, comme si elle revenait enfin à la maison après un long voyage. Chaque pas qu'elle faisait semblait réel, solide, naturel. Ma mère a entendu mon cri et m'a demandé ce qu'il se passait. Elle est sortie de la cuisine pour voir. Je me suis retourné un instant, juste assez pour lui répondre qu'elle était revenue. J'étais tellement euphorique que je ne pensais même pas qu'elle pourrait douter de ce que je disais. Je me suis retourné vers le couloir, et il n'y avait plus rien. L'espace qui, une seconde plus tôt, était rempli de vie et de mouvement n'était que silence. Aucun son de pattes, aucune ombre, aucune trace. Le couloir semblait plus vide que d'habitude, comme si sa disparition avait laissé un creux invisible dans l'air. Je suis resté figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Ma mère n'a rien vu, rien entendu, rien remarqué. Pour elle, la maison était simplement silencieuse. Pour moi, elle venait de perdre quelque chose une deuxième fois.
Je tiens à commencer en disant que je ne suis pas sûr que cette expérience soit vraiment un genre de bug dans la matrice, mais je ne sais pas non plus dans quelle catégorie la placer. Ce dont je suis certaine, c'est que depuis que cela m'est arrivé, il y a maintenant 24 ans, je ne peux pas m'empêcher de remettre ma réalité en question. Alors voilà. Quand j'avais 17 ans, je suis allé à une fête en plein air avec des amis à la campagne. J'avais beaucoup bu et j'ai commencé à me sentir mal. Je me suis éloigné de l'endroit principal de la fête pour éventuellement vomir et j'ai fini par m'allonger dans un champ d'herbe haute. L'herbe m'arrivait à la taille je crois et je ne mesure qu'1,50 m. Je portais des vêtements entièrement noirs avec la capuche relevée, donc j'étais pratiquement invisible dans le noir. Je ne me suis pas allongé sur le dos car j'étais trop nauséeuse pour ça. Je me suis couché sur le côté, un peu recroquevillé. Il est possible que je me sois évanoui à cause de l'alcool, mais je ne m'en souviens pas très bien. À un moment, alors que j'étais allongé là, une voiture a reculé sur moi. Je me souviens d'avoir roulé sur moi-même, puis d'avoir levé les yeux et vu le dessous d'un véhicule. Je me souviens que j'étais sur le point de crier, mais au moment même où j'allais le faire, la voiture a avancé et m'a écrasé une deuxième fois. Tout est devenu noir pendant quelques secondes. Je ne voyais plus rien, mais j'entendais mes amis crier. Quand ma vision est revenue, on m'aidait à me relever. À part un œil au beurre noir et les marques du pneu sur mon haut, j'allais parfaitement bien. Mes amis ont immédiatement appelé un taxi et je suis allé chez ma petite amie où j'étais censé passer la nuit. Quand je suis arrivé chez elle, j'ai pris un bain pour me nettoyer et essayer de me calmer car j'étais encore en pleine panique et je pleurais à cause de ce qui venait d'arriver. Je me souviens avoir retiré mon hoodie noir et être resté à fixer la trace de pneu qui traversait la poitrine. En étant dans la baignoire, je ne faisais que repasser en boucle tout ce qui s'était passé et à quel point rien ne semblait réel. Après mon bain, j'ai décidé d'appeler mon père, chez qui je vivais puisque mes parents étaient séparés, pour lui raconter ce qui s'était passé afin qu'il m'emmène à l'hôpital vérifier si je n'avais pas de lésions internes. J'allais parfaitement bien, sans aucune fracture et sans la moindre blessure interne. Le médecin a dit que si j'avais survécu, c'était parce que le sol était mou et que la voiture m'avait simplement enfoncé dedans au lieu de me broyer. Malheureusement, mon père ne m'a pas cru et a pensé que j'avais juste eu une bagarre. Je lui ai dit que si ça avait été le cas, je ne l'aurais pas appelé à 5 heures du matin pour aller à l'hôpital et que je serais simplement rentré dormir avant de lui montrer mon œil au beurre noir plus tard. J'ai été blessé qu'il ne me croie pas, même si avec du recul je comprends que c'était difficile à croire. Se faire rouler dessus 2 fois par une voiture sans aucune blessure sérieuse semble effectivement incroyable. J'ai appris plus tard que le conducteur était dévasté et qu'il avait fracassé sa propre vitre en réalisant ce qui s'était passé. Je ne me souviens pas de grand-chose entre le moment où la voiture a avancé et celui où je me suis réveillé en dessous. Je me souviens seulement que pendant un bref instant, j'ai vu des images de toute ma vie comme un diaporama de photos qui défilait à toute vitesse. C'était la chose la plus étrange et la plus nette que j'ai jamais vécue. Je me suis toujours demandé s'il s'était passé autre chose à ce moment-là. Peut-être que je suis vraiment morte une seconde ou peut-être que ma conscience a connu une sorte de bug. C'est l'événement le plus surréaliste et le plus inexplicable qui me soit arrivé. Un jour, mon mari a fissuré l'écran de son Apple Watch. Je l'ai vraiment vu de mes yeux, la cassure était nette et impossible à ignorer. Je lui ai demandé s'il voulait la faire réparer ou simplement en acheter une nouvelle. Il a haussé les épaules, comme si ce n'était pas si grave, et il a recommencé à porter sa tag tous les jours à la place. Environ 6 mois plus tard, on triait notre placard. Vous savez, ce genre de rangement où on retrouve des objets qu'on avait complètement oubliés. Il est tombé sur la boîte de l'Apple Watch et s'est mis à dire encore une fois que c'était dommage qu'elle soit fissurée. Je lui ai reposé la question, « Tu veux qu'on la remplace, maintenant qu'on l'a en main ?» Il a dit non avec la même nonchalance que la première fois, mais il a ouvert la boîte pour revoir la montre. C'est à ce moment que tout a basculé. Il s'est tourné vers moi avec un regard sidéré, presque inquiet, et m'a demandé si j'avais fait réparer sa montre sans le lui dire. Je n'avais rien fait du tout. La fissure avait disparu. Complètement. L'écran était impeccable,
lisse, sans aucune trace de choc. Le genre de réparation parfaite que même un spécialiste aurait du mal à garantir. On a vérifié le numéro de série, et c'était bien le même appareil. Aucun doute possible. Pourtant lui restait persuadé que ce qu'il tenait dans sa main n'était pas la montre qu'il avait abîmée. On n'a jamais eu de travaux chez nous, jamais laissé quelqu'un seul à la maison. Personne n'a accès à notre placard. Et honnêtement, personne ne nous aime assez pour discrètement remplacer une Apple Watch fissurée par une identique flambant neuve. On a examiné la montre sous tous les angles. Pas une rayure. Pas une marque. Rien qui puisse expliquer un changement aussi radical. Mon mari la repose parfois à côté de sa tag, comme pour vérifier si elle va soudainement redevenir fissurée ou afficher un autre détail étrange. Je suis allé au Japon avec 2 amis et nous étions à Tokyo. Nous avions décidé d'aller au Starbucks boire quelque chose avant d'explorer la ville. Nous avons donc traversé la rue depuis notre hôtel et sommes rentrés dans le Starbucks. C'est là que les choses deviennent étranges. Nous avançons tous les 3 et les portes automatiques s'ouvrent pour nous laisser entrer. En entrant, mes amis et moi remarquons que le restaurant est vide. Les canapés sont recouverts de poussière et le menu est vide. Les comptoirs et les vitrines sont entièrement vides et il n'y a personne à l'intérieur à part nous. Même si nous avons tout le Starbucks pour nous seuls, nous ne faisons rien de stupide et aucun de nous ne passe derrière le comptoir. Comme l'endroit est désert, nous décidons de partir. Alors que nous sortons du bâtiment, j'entends des clients parler derrière nous. Je me retourne et le Starbucks qui était vide et poussiéreux une seconde plus tôt est maintenant rempli de monde. Je dis à mes amis de regarder et ils restent bouche bée. Nous retournons lentement à l'intérieur mais nous sommes trop terrifiés pour commander, donc nous repartons. En retournant vers l'hôtel, je demande à mes amis si eux aussi ont vu ce que je viens de voir. Le Starbucks était vide et poussiéreux quand nous y sommes entrés et maintenant il est plein de monde. Mes 2 amis, horrifiés, me disent qu'ils ont vu et vécu exactement la même chose. Je suis convaincu que nous avons mis les pieds dans une autre dimension pendant 1 minute avant de revenir dans celle-ci. J'étais assis côté passager dans la voiture quand j'ai aperçu quelque chose d'absolument inexplicable. Le ciel était d'un bleu parfaitement uniforme, sans nuages, sans brume, rien. Et pourtant, au milieu de cette clarté, il y avait une ligne. Une ligne noire, parfaitement droite, verticale, comme si quelqu'un avait tracé un trait net à l'encre sur une feuille. Au début, j'ai cru que c'était le pare-brise. J'ai tourné la tête, me suis penché, j'ai changé d'angle plusieurs fois pour vérifier si ce n'était pas un reflet ou une fissure. Rien ne bougeait avec mes mouvements. La ligne restait exactement là, suspendue dans le ciel, immobile. J'étais sur le point de me convaincre que c'était mon imagination quand ma mère a dit qu'elle la voyait aussi. Sa voix avait ce mélange de surprise et de prudence, comme si elle essayait de comprendre mais n'osait pas encore poser de mots dessus. Le fait qu'elle la remarque en même temps que moi a rendu la scène encore plus étrange. Puis tout s'est passé très vite. La ligne a disparu aussi brusquement qu'elle était apparue. Pas de fondu, pas d'effacement progressif. Elle a juste cessé d'exister d'un instant à l'autre. Pendant 10 dizaine de secondes à peine, elle avait découpé le ciel comme une fente parfaitement nette, et ensuite plus rien. Nous vivions dans une vieille ferme construite à la fin des années 1800. À l'origine, elle se composait de la cuisine et de la buanderie dans un long couloir ainsi que de la salle à manger et du salon, ce qui formait une boucle. À un moment dans les années 40 ou 50, la véranda arrière fermée, la salle de bain et le salon ainsi que les 3 chambres à l'étage avaient été ajoutées. À cause de cette configuration, il y avait une marche de 10 cm pour descendre de la salle à manger au salon et les plinthes n'étaient que de simples planches fixées à la va-vite. Nous avions accueilli des étudiants étrangers et le premier, un jeune homme venu du Brésil, faisait partie de l'équipe de football américain du lycée. Comme nous vivions dans une ferme, j'avais acheté une montre avec une alarme pour penser à aller le chercher après l'entraînement quand j'étais occupé dans la grange. Environ 1 an plus tard, bien longtemps après son départ, j'ai commencé à entendre l'alarme de ma montre qui sonnait dans le salon à l'heure où je devais aller le chercher.
Je n'avais qu'une minute, mais je fouillais cette pièce de fond en comble pour retrouver la montre. J'allais jusqu'à enlever l'arrière du canapé et regarder derrière les plaintes. Après environ 6 mois, j'ai dû abandonner, car la montre a cessé de sonner. Lorsque nous avons déménagé, j'ai retrouvé la pièce de puzzle que mon chat avait volée de la véranda jusqu'au salon, mais la montre, elle, n'est jamais réapparue. En 2019, j'étais à Electric Forest. Avant même de raconter la suite, il faut préciser que j'avais pris 5 grammes de champignons. Le voyage touchait à sa fin et, à ce moment-là, j'avais cette sensation étrange d'être parfaitement en phase avec tout ce qui m'entourait. J'avais l'impression de comprendre les mouvements des gens, les lumières, l'énergie de la foule, comme si tout obéissait à une logique subtile que je venais tout juste de saisir. Assis avec mon groupe d'amis, j'ai voulu vérifier si cette impression n'était qu'un ressenti flou ou si elle pouvait se manifester d'une manière plus concrète. Un peu plus loin, à une 50aine de mètres, il y avait un autre groupe de festivaliers. Une fille se tenait parmi eux, en train de discuter avec une intensité naturelle, complètement absorbée dans sa conversation. Elle riait, gesticulait, parlait vite, clairement concentrée sur ce qui se disait autour d'elle. Je l'ai regardée et, dans ma tête, j'ai lancé un petit défi à l'univers. Je me suis dit, cette fille va se retourner et me regarder. Et pour pimenter le tout, j'ai ajouté une sorte de compte à rebours intérieur. 3, 2, 1. À cet instant, sans ralentir sa phrase, sans signe annonciateur, elle s'est arrêtée de parler au milieu d'un mot. Comme si une pensée invisible venait de lui effleurer l'esprit. Elle a tourné la tête dans ma direction, très précisément vers moi, comme si elle m'avait entendu l'appeler. Et elle m'a souri. Pas un sourire mécanique ou distrait. Un sourire clair, franc, comme si elle venait de reconnaître quelqu'un dans la foule. J'ai senti une vague d'énergie me traverser. Mes mains tremblaient, mes jambes vibraient, et il y avait cette impression que la frontière entre volonté et hasard venait de disparaître pendant un instant. Mes amis continuaient à discuter entre eux, complètement inconscients de ce moment qui venait de se produire sous leurs yeux, alors que pour moi tout venait de se décaler d'un cran. Le festival continuait autour de nous, la musique résonnait, les lumières dansaient dans les arbres, et j'avais cette sensation d'être connecté à quelque chose de plus large, une sorte de battement commun entre les gens. La scène a duré à peine quelques secondes, mais elle est restée gravée dans ma mémoire. Ce n'est pas une histoire folle, mais assez troublante pour que j'y pense pendant plusieurs jours. Ce n'est pas court non plus, car je ne l'ai jamais raconté à personne. Il y a environ 1 an, j'attendais qu'un train passe à un croisement où je m'arrête tous les jours en rentrant du travail. J'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu une Nissan Altima noire. La conductrice était une femme avec des cheveux sauvages d'un rouge néon très vif et il y avait un drapeau LGBT ainsi qu'un collier hawaïen vert fluo suspendu à son rétroviseur. Quand cette personne s'est rendue compte qu'on pouvait tourner à gauche pour contourner l'intersection et passer les voies un peu plus loin au lieu d'attendre, elle a suivi le mouvement. Je vois souvent cette scène, car cet itinéraire n'apparaît pas sur Google Maps et Siri ne l'indique pas non plus. Les gens qui ne le connaissent pas restent là à regarder une file de voitures contourner le bloc. Elle a donc tourné et a suivi les autres. Cela impose un détour de 2 ou 3 minutes et une fois engagé dans cette direction, il n'y a aucune autre intersection ni parking. C'est pratique quand un train est long. Mais l'après-midi, les trains sont toujours courts. Je me souviens avoir ri, car au moment même où elle partait, le train est passé. Elle était à environ 300 mètres et je pouvais encore la voir ainsi que 5 ou 6 autres voitures quand j'ai traversé, pris un virage rapide à gauche vers l'ouest, puis un autre à droite vers le nord un bloc plus loin, avant d'arriver à un feu rouge. 20 à 30 secondes maximum. J'ai immédiatement regardé dans mon rétroviseur pour voir arriver tous ceux qui avaient pris le détour. Ils arrivent toujours à ce feu juste au moment où ils repassent au rouge. C'est arrivé plusieurs fois et c'est assez amusant. Mais dans mon rétroviseur se trouvait la Nissan Altima noire avec la conductrice aux cheveux rouges néon, le drapeau LGBT et le collier hawaïen vert fluo. Il n'y avait absolument aucun moyen, vraiment aucun,
pour qu'elle se retrouve juste derrière moi. Et c'était exactement la même voiture. Et exactement la même personne. Je n'ai jamais raconté cela à personne. J'ai toujours trouvé amusant de lire ce genre d'histoire et de réfléchir à ces phénomènes, mais je ne pensais pas que c'était réellement possible. Et pourtant je ne dirais pas non plus que je crois qu'il s'agissait d'un vrai bug ou que cela prouve quoi que ce soit. C'est difficile à exprimer, car c'est difficile à comprendre pour moi-même. Je n'ai simplement aucune explication logique ou rationnelle à ce qui m'est arrivé. Quand j'avais 15 ans, j'étais patient dans un service d'oncologie à Las Vegas. L'hôpital était tout nouveau et nous n'étions que 2 adolescents dans cette aile, moi et le garçon de la chambre voisine qui souffrait d'un cancer du sang. Parmi les infirmières, il y en avait une que j'aimais particulièrement. Elle s'appelait Shotty, ou quelque chose qui s'en rapproche, je n'ai jamais su l'orthographe exacte. C'était une infirmière itinérante qui passait de ville en ville, de service en service, au fil des mois. Elle avait une façon calme et attentive de tout expliquer, et même quand la situation devenait lourde, elle trouvait toujours un moyen de me faire sourire. Finalement, je suis entré en rémission pour la première fois et j'ai quitté l'hôpital. Ma famille a déménagé à San Diego et j'ai laissé derrière moi ce chapitre, les murs blancs, l'odeur de désinfectant, et cette infirmière qui avait rendu ces jours un peu plus supportables. Les 3 années suivantes ont été un long parcours. Entre les traitements, les rechutes mineures, les douleurs, les rendez-vous médicaux qui semblaient ne jamais se terminer, j'avais l'impression de vivre en pointillé. Vers mes 20 ans, un soir particulièrement froid, mon corps s'est crispé d'un coup. Je me suis mis à trembler de manière incontrôlable et rien n'y faisait. Ma mère est venue me chercher chez un ami et m'a conduit en urgence à l'hôpital le plus proche. On m'a installé dans une pièce, une de ces salles anonymes avec un lit dont les draps bruissent au moindre mouvement. Je me souviens d'avoir fixé le plafond en attendant que quelqu'un arrive. Et la porte s'est ouverte. C'était elle. Shotty est entrée sans se presser, avec la même démarche douce que je connaissais déjà, puis elle s'est figée un instant en voyant mon nom sur le dossier. Son visage s'est éclairé d'un sourire surpris et elle a dit qu'elle se demandait si c'était vraiment moi. Elle travaillait là ce soir-là, tout simplement, comme si le destin avait décidé de ramener une personne de mon passé juste au moment où j'avais besoin d'un repère familier. Elle s'est occupée de moi comme si aucune année ne s'était écoulée. Elle m'a parlé pour me distraire des tremblements, m'a demandé comment la vie avait évolué depuis Las Vegas, m'a raconté un peu de ses voyages entre les hôpitaux. Et à chaque échange, le lien étrange entre ces 2 époques de ma vie devenait plus fort. C'est quelque chose que nous ne parvenons toujours pas à comprendre, ma petite amie et moi. Il y a un chemin de terre qui mène à une ferme près d'une rivière. Le chemin s'arrête là et il n'existe absolument aucun autre chemin ou sentier qui pourrait y mener. Pour y accéder, il faut passer devant une école, puis un quartier résidentiel privé et clôturé, ensuite un terrain de jeu de Tejo, puis tourner pour prendre ce chemin. Une fois dessus, il n'y a que des arbres sur la gauche et, sur la droite, on longe plus ou moins la rivière avec un immense champ d'herbe entre le chemin et l'eau. Nous avions l'habitude de traîner là, d'amener les chiens, un peu de nourriture et du vin et de nous détendre. Parfois on emmenait les chiens vers la rivière, des choses normales. Un jour, nous étions en train de marcher vers notre coin habituel, un vieux chêne tombé au sol qui faisait un siège parfait, une table et même un petit espace de rangement. Ce coin se trouve à environ 300 mètres de l'endroit où le chemin devient un cul-de-sac. Il n'y a aucun autre chemin, aucune autre entrée, aucune maison. On prend juste le premier virage à droite, un virage très léger, et là un gars arrive en sens inverse sur l'un de ces vélos pliables urbains. Déjà, c'est un endroit très rural, donc le vélo était vraiment hors contexte, mais bon, les gens peuvent rouler où ils veulent. Ensuite, le type était habillé comme quelqu'un qui viendrait tout droit d'une grande ville, pas de ce coin perdu au milieu de nulle part. Et enfin, il était incroyablement propre pour quelqu'un qui venait d'un chemin de terre, alors que même s'il n'avait pas plu depuis quelques jours, il y avait encore des flaques ici et là. Donc c'était bizarre. Nous avons simplement supposé qu'il était allé jusqu'à la ferme au bout du chemin et qu'il faisait demi-tour.
Bref, nous continuons à marcher quelques minutes en discutant et juste avant d'arriver à notre chaîne, le même type réapparaît. Même tenue bleu et blanc, complètement propre. Même vélo. Même étrangeté. Il n'y a absolument aucune explication possible à part l'idée de jumeaux. C'était comme un personnage non-joueur dans un jeu vidéo. Littéralement, la seule façon pour ce gars d'être revenu au bout du chemin puis de remonter jusqu'à nous une deuxième fois aurait été de sauter dans la rivière, de se laisser porter jusqu'à la ferme, de ressortir impeccable et de pédaler à nouveau. Des jumeaux, peut-être, mais quels adultes de 30 ou 40 ans s'habillent exactement de la même façon et roulent sur le même modèle de vélo que leurs jumeaux identiques? Et puis c'est une petite ville. Je parie 10 000 € que s'il y avait des jumeaux identiques, nous serions au courant. Nous avons vécu ici toute notre vie et nous sommes très actifs dans la communauté. Littéralement tout le monde connaît tout le monde. Alors voici notre bug inexplicable, complètement insensé. J'espère que quelqu'un pourra apporter un peu plus de lumière ou d'explication là-dessus. Le 29 décembre 2022, j'avais 21 ans. Ce jour-là j'avais pris le bus et, en rentrant chez moi, j'avais posé mon portefeuille sur la table. Je sais que je l'avais encore avec moi en arrivant, puisque mes clés y étaient rangées et que j'avais dû les utiliser pour ouvrir la porte. Le lendemain, mon ami est passé et je suis allé chercher mon portefeuille pour lui montrer quelque chose. Il n'était plus sur la table. Les clés, elles, étaient restées exactement là où je les avais déposées la veille. J'ai fouillé partout. J'ai retourné chaque tiroir, déplacé les meubles, vérifié des endroits absurdes juste au cas où. Rien. Le portefeuille semblait s'être évaporé. J'ai fini par me résoudre à remplacer chaque pièce, carte d'identité, carte de débit, carte de crédit, tout. Même ma carte de sécurité sociale qui, oui, n'aurait jamais dû être là. Depuis, je la garde dans un classeur avec mes papiers importants. Ça m'a pris près d'un mois pour refaire l'ensemble. À défaut de pouvoir retrouver l'ancien, j'avais racheté le même portefeuille sur Amazon. Le même rose, le même modèle, parce que c'était mon préféré. Puis j'ai repris mes habitudes et, pendant près de 11 mois, je n'ai plus mis les pieds dans un bus. En novembre 2023, je suis allé à la station avec mon ami. Quand nous sommes arrivés, la conductrice nous a accueillis avec un sourire un peu mystérieux. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose pour moi. Elle s'est penchée sous son siège, probablement vers une petite étagère, et m'a tendu mon portefeuille rose, celui que j'avais perdu presque un an auparavant. Elle m'a expliqué qu'elle attendait l'occasion de me le rendre mais qu'elle ne m'avait pas revu depuis longtemps. Quand je l'ai ouvert, j'ai eu un choc. Tout était encore là sauf les anciens titres de transport. Ma carte de débit, ma carte de crédit, ma carte de sécurité sociale, mon identité, mon argent, les pièces, quelques cartes cadeaux. Comme si le portefeuille avait été mis en pause et m'attendait sagement. Le problème, c'est que je me souviens très clairement être rentré avec ce portefeuille et l'avoir posé sur la table. Je revois encore le geste dans ma tête. Pourtant, il avait réapparu à la station de bus, comme s'il avait suivi un trajet que je ne pouvais pas expliquer. 2 ans ont passé depuis que je l'ai récupéré et l'énigme reste entière. En 2020, je faisais du DoorDash et j'étais allé dans une autre ville à environ 80 km de chez moi parce que ma ville était saturée de livreurs. Je venais de déposer une commande et j'avais retrouvé mon chemin vers LI5. J'ai regardé l'heure, 17h02, puis j'ai désactivé Google Maps parce que je savais où j'étais et que ça m'agaçait énormément. Mon téléphone était réglé pour se mettre en veille après 10 minutes. C'est important pour la suite. J'ai fait tout ça pendant que j'étais sur la bretelle d'accès 202 qui rejoint LI5. Je roulais en direction de la sortie 206 où se trouvait le point chaud des commandes. La seconde d'après, je me retrouvais en train de regarder la sortie 227. Je n'avais aucune idée de comment j'étais arrivé là. Je regarde l'heure, 17h12. Je me dis que j'avais dû me tromper quand j'avais regardé l'horloge avant mais au moment même où je pense ça, mon téléphone se met en veille. 10 minutes.
Je n'ai aucune idée de ce qui m'est arrivé pendant ces 10 minutes et je ne peux même pas commencer à l'expliquer. C'est juste un vide dans ma tête. Ce que je sais en revanche, c'est que d'une manière ou d'une autre j'ai parcouru environ 40 km en 10 minutes sans en avoir le moindre souvenir, dans une voiture qui aurait probablement explosé si je l'avais poussée au-delà de 120 km/h. Hier, il m'est arrivé quelque chose d'étrange, une sorte de premier vrai bug dans la matrice. Je sortais du cabinet vétérinaire, un petit bâtiment perdu dans la campagne où l'on ne peut tourner qu'à droite ou à gauche. J'ai tourné à droite, comme je l'ai toujours fait depuis des années, et j'ai continué en cherchant mon embranchement habituel. Il n'y a pas vraiment de repères dans cette zone, juste des champs et des arbres, mais je connais cette route par cœur. Pourtant, au bout d'un moment, j'ai commencé à me demander comment j'avais pu manquer mon exit. J'ai fini par allumer mon GPS pour voir comment revenir sur ma trajectoire. C'est là que tout a dérapé. Maps m'indiquait que mon embranchement se trouvait 9 miles et demi plus loin alors qu'il est toujours à 2 ou 3 miles à peine. J'avais l'impression que quelque chose ne collait pas, comme si la logique même de l'endroit se dérobait sous mes yeux. Malgré tout, j'ai continué à avancer en espérant comprendre ce qui se passait. Et d'un coup, sans prévenir, je repasse devant le cabinet vétérinaire. À droite. Exactement comme si j'y revenais après en être parti quelques minutes plus tôt. Sauf qu'un retour pareil aurait exigé que je tourne à gauche par erreur, que je parcours plusieurs miles, que je fasse demi-tour puis que je revienne dans l'autre sens. Je n'ai rien fait de tout cela. Je n'ai pas quitté la route. Je n'ai pas changé de direction. Je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Ce moment m'a retourné. J'ai continué à rouler, mais une partie de moi restait accrochée à cette incohérence. Le paysage semblait le même, mais j'avais la sensation étrange que quelque chose s'était déplacé autour de moi. Comme si la route avait décidé de se réorganiser pendant que je roulais. À chaque embranchement, je scrutais les panneaux et les arbres, cherchant la moindre preuve que j'avais simplement rêvé. Rien ne venait. Ma petite amie et moi avions déménagé à Londres il y a quelques années. Lors de notre dernier week-end avant de retourner à San Francisco, nous avons assisté à un concours de musiciens de rue à Battersea Park. Nous avons remarqué que quelques personnes étaient montées sur le bâtiment en béton des toilettes pour avoir une meilleure vue. Alors nous avons grimpé et nous les avons rejoints. 2 mois plus tard, j'étais de retour à SF et je travaillais dans une boutique de vêtements vintage. Un samedi matin, juste après l'ouverture, 2 couples sont entrés. Je n'arrêtais pas de me dire que je les connaissais. Finalement, lorsqu'ils sont venus au comptoir pour acheter quelques articles, j'ai dû demander. « Je suis désolé mais est-ce que je vous connais ? Vous me semblez tellement familier. » Une femme a répondu que c'était impossible. C'était leur tout premier voyage à San Francisco. Quelques mois plus tôt, ils avaient gagné un concours de musiciens de rue à Londres et un voyage à SF était le premier prix. L'ampoule s'est allumée dans ma tête et j'ai lâché. Vous étiez les jongleurs. Ils se sont figés. Puis ils m'ont demandé comment je pouvais savoir ça. Je leur ai expliqué que ma petite amie et moi étions assis sur le bâtiment des toilettes en train de les regarder se produire. À ce jour, je suis toujours stupéfait par les chances infimes que cela arrive. Il y a quelque temps, j'avais acheté un seul sac de mandarines Cutie. Juste un. Je savais très bien que si j'en prenais plus, elles finiraient par pourrir avant que je puisse tout manger. J'ai posé le sac sur une étagère du frigo, parce que je suis grand et que j'ai mal au dos. Me pencher pour accéder au tiroir à légumes, ce n'est pas vraiment mon truc. J'ai mangé les mandarines tranquillement sur une semaine, puis j'ai jeté le filet vide à la poubelle. Rien d'anormal jusque-là. 2 semaines passent sans que je fasse d'achat. Je n'ai même pas ouvert le tiroir à légumes pendant tout ce temps. Un soir, ma mère et ma sœur viennent à la maison. On discute, on prépare un petit repas, et à un moment elle me demande si j'ai un peu de fruits à mettre sur la table. Je leur réponds que non, que j'ai tout mangé. J'ajoute peut-être qu'il reste quelques légumes oubliés dans le tiroir,
mais je n'en suis même pas sûr parce que je n'utilise jamais ce tiroir. Ma sœur ouvre le frigo, fait glisser le tiroir du bas et s'arrête net. Elle me regarde avec un air interrogateur. Dans le tiroir se trouve un sac de mandarines Cutie, tout neuf. Filet intact, étiquette en place, fruits parfaitement frais. Comme si je venais de l'acheter 1 heure plus tôt. Je suis resté figé. Je savais exactement ce que j'avais acheté. Je savais que j'avais pris un seul sac. Si j'en avais pris 2, le second aurait déjà commencé à ramollir, à tacher, à sentir la mandarine trop mûre. Et surtout, je ne mets jamais rien dans ce tiroir. Jamais. Il pourrait abriter un univers miniature et je ne le saurais pas. Je répète à ma sœur que je n'ai rien acheté depuis des semaines. Ma mère confirme qu'elle non plus n'a rien apporté. Personne n'a utilisé ce frigo, personne n'est venu faire des courses, et le sac que j'avais acheté la dernière fois est déjà passé sous la poubelle sous forme de filet vide. Pourtant ce sac neuf est bien là, posé comme si quelqu'un l'avait glissé dans le tiroir en douce. On a dû rester tous les trois à le regarder pendant de longues secondes, comme si on s'attendait à ce qu'il disparaisse aussi mystérieusement qu'il était apparu. Et ce qui rend la situation encore plus étrange, c'est que le tiroir n'a jamais été un endroit où je range quoi que ce soit. Même par accident, j'aurais au moins remarqué un sac de mandarines si caché depuis 2 semaines. C'était un bug récurrent de mon adolescence. Mon père m'avait donné un simple collier en argent à l'âge de 7 ans avec une petite encre de navire dessus. Au fil des années, je l'ai perdu et retrouvé à plusieurs reprises dans des endroits étranges. Le plus marquant, c'est quand je l'ai perdu en rendant visite à mon père. Nous avions voyagé du Midwest à New York, puis en Virginie, ensuite en Floride, puis encore une fois en Virginie et de retour à New York sur une période de 2 mois, principalement en voiture. J'avais le collier à New York avant mon vol final. Je l'ai retiré pour prendre une douche avant que nous partions pour l'aéroport et ensuite il avait simplement disparu. Il est réapparu en Floride environ 6 mois plus tard dans la maison de ville que mon père et sa femme venaient d'acheter. Il pendait sur un crochet accroché à une porte, un crochet qui était déjà là quand ils ont emménagé. Ils l'ont trouvé le jour même où ils ont reçu les clés, juste suspendu dans la salle de bain ou buanderie du rez-de-chaussée. Mon père et sa femme étaient sans voix et m'ont appelé immédiatement. Même divorcés, ils insistent encore que ce n'était pas une mise en scène. Et c'était bien le même collier à chaque fois, il avait de petites imperfections reconnaissables. Je l'ai finalement laissé à la salle de sport et je pense qu'il a été volé ou pris par un employé après être resté un peu trop longtemps dans la boîte des objets trouvés. Une semaine avant la mort de mon père, j'ai commencé à faire des rêves qui me laissaient réveiller avec une sensation étrange. Chaque nuit, je me retrouvais face à la mer. D'abord un rivage calme, puis l'horizon se chargeait de nuages lourds. L'eau commençait à monter, lentement au début, puis avec une force inattendue. Les vagues se rapprochaient de nous comme si elles avaient quelque chose à annoncer. Je faisais toujours le même rêve, mais chaque nuit ajoutait un détail différent. Parfois je me trouvais sur une plage inconnue, parfois dans une ville dont les rues se remplissaient d'eau. Mais la fin était toujours la même. Une vague immense venait nous engloutir, moi et ma famille, et je n'arrivais plus à respirer. La dernière fois que j'ai fait ce rêve, j'ai vu ma famille autour de moi, trempée et paniquée. La vague approchait avec une violence nouvelle et j'ai senti ce moment où tout basculait. Quand je me suis réveillé, j'avais cette sensation étrange que le rêve cherchait à me dire quelque chose. Quelques heures plus tard, on m'a annoncé que mon père était mort. Ce jour-là, j'ai eu l'impression que toutes ces nuits d'eau et de menaces avaient été une sorte de signal que je n'avais pas su comprendre. Une autre fois au travail, j'étais en pleine tâche quand une scène très précise s'est produite. Une collègue a fait une remarque, quelqu'un a fait tomber un objet, la pièce s'est figée un instant. J'ai reconnu le moment, comme si je l'avais déjà vécu exactement ainsi. Sur le coup, j'ai simplement pensé que j'avais une impression de déjà-vu particulièrement forte. Quelques semaines plus tard, la même scène s'est reproduite. Les mêmes mots, la même maladresse, le même enchaînement trop parfait pour être une simple coïncidence. J'ai cru un instant que c'était un souvenir mal rangé,
une illusion provoquée par la fatigue. Puis j'ai compris que ce n'était pas ça. Je revivais littéralement un événement déjà arrivé, presque comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton replay. Après coup, j'ai interrogé mes collègues pour vérifier si je mélangeais des jours ou des souvenirs. Mais non, tout confirmait que le premier événement avait bel et bien eu lieu. Et pourtant, je ne savais pas comment expliquer que le second semblait suivre une trajectoire identique, comme si le temps s'était plié pour repasser au même endroit une seconde fois. Puis, à une période de ma vie, je me suis retrouvé dans une situation extrêmement dangereuse. Une personne me recherchait et avait clairement l'intention de me faire du mal. Je n'avais nulle part où aller. Je me suis finalement caché derrière un grand rideau qui donnait sur un balcon. Je pouvais entendre chaque pas de l'homme qui me traquait, chaque bruit de tissu quand il se rapprochait. Je me suis mis à prier, pas seulement pour être sauvé, mais pour que quelque chose, n'importe quoi, vienne changer l'issue qui semblait inévitable. Je savais que mes chances étaient faibles. Je me disais même que je n'aurais probablement jamais l'occasion de raconter cette histoire. Puis il y a eu ce moment improbable. L'homme est entré sur le balcon, exactement dans l'angle où j'étais caché. Le rideau s'est légèrement soulevé à cause du courant d'air et j'ai cru que tout était terminé. Mais pendant cette seconde décisive, il a tourné le regard vers l'extérieur, distrait par un bruit venant de la rue. Profitant de ce minuscule intervalle, j'ai bondi vers l'intérieur de la pièce et j'ai couru sans me retourner. Je n'ai aucune explication logique. En théorie, tout jouait contre moi. Pourtant je suis encore là, vivant, alors que ce soir-là, la probabilité allait dans l'autre sens. Et chaque fois que j'y repense, j'ai le même sentiment. Je ne devrais pas être là pour le raconter, mais quelque chose a dévié le cours de ce moment. Histoire vraie. Je vis dans une zone rurale du Midwest. Il y a 2 carrières de pierre au bout de ma route et seulement 8 maisons en tout sur environ 8 km. La plupart du peu de circulation qui passe par là ce sont des camions-bennes. Un jour je quitte ma maison et en sortant de l'allée je vois une vieille voiture blanche des années 80, une carrosserie carrée genre le Baron ou New Yorker, qui roule très lentement et zigzague comme si le conducteur était ivre. Je la suis à environ 20 km en dessous de la limite de vitesse en passant devant les carrières jusqu'au stop. Il tourne à droite, heureusement, et moi je continue tout droit. Je reprends une vitesse normale et poursuis ma route. Il y a une petite montée à environ la moitié du trajet entre le stop que je viens de passer et le prochain. On ne peut pas voir par-dessus. Cette route n'a rien de particulier. Il n'y a que des pâturages de chaque côté. Aucune maison et l'accès au pâturage se fait par une autre route. Il n'y a littéralement aucun moyen d'accéder à cette route autrement qu'en venant du côté d'où je venais ou de la direction exactement opposée plus loin sur la route. Et c'est là que ça devient étrange. La montée est à environ 400 mètres du stop. Et dès que j'arrive au sommet, je vous jure que non plus de 120 mètres devant moi se trouvait la même vieille voiture blanche en train de zigzaguer à 20 km sous la limite. Je ne l'avais pas vu en approchant de la montée et il n'y a littéralement aucun moyen qu'il soit revenu sur cette route, encore moins qu'il se soit retrouvé devant moi tout en roulant beaucoup trop lentement et en zigzagant. Il y a souvent des moments où j'ai l'impression qu'une semaine avance à la vitesse d'un escargot et, presque systématiquement, les gens autour de moi ressentent la même chose. Et puis il y a l'inverse. Des semaines qui disparaissent en un éclair. Quand je dis que j'ai l'impression que tout a filé, les autres me répondent qu'ils ont vécu exactement la même sensation. Comme si notre perception collective du temps suivait une sorte de rythme commun, invisible mais partagé. Cette semaine-ci a été étrange. Globalement, elle m'a paru longue. Pas pesante, pas dramatique, juste étirée. Pourtant les journées en elles-mêmes n'avaient rien de particulier. Rien d'intense, rien d'extraordinaire. Tout était assez normal. Mais les heures, elles, ont défilé avec une vitesse inhabituelle. Tu lèves les yeux, il est 9 heures. Tu souffles un peu et il est déjà l'après-midi. C'est comme si chaque journée était une coquille vide, longue en apparence, mais remplie de minutes qui s'écoulent à toute allure. Ce qui rend tout ça encore plus intéressant,
c'est que ma perception ne correspond pas à celle de mon amie aux États-Unis. Elle m'a dit que pour elle, toute la semaine avait été lente, sans cette accélération étrange dans les heures. Comme si sa version du temps se décalait de la mienne. Pendant la grossesse de ma femme pour notre premier enfant, j'ai fait pendant des mois des rêves récurrents où notre bébé ne cessait pas de pleurer parce qu'elle était gravement constipée. Ces rêves étaient un véritable enfer. Elle est née avec la maladie de Hirschsprung, où les cellules nerveuses du côlon sont absentes et où les selles ne peuvent pas avancer, ce qui provoque une constipation potentiellement mortelle. Elle a subi plusieurs opérations et les 4 dernières années de sa vie ont été un combat quotidien. J'avais des rêves récurrents où la petite entreprise pour laquelle je travaillais déménageait dans un bâtiment, et 3 autres sociétés s'y trouvaient aussi, et mon patron était fortement impliqué avec elle, ce qui changeait complètement mon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est maintenant la réalité, nous avons déménagé dans un bâtiment presque identique à celui de mes rêves, des mois avant que je n'apprenne la nouvelle. J'ai aussi commencé à faire des rêves récurrents de mon grand-père qui est mort avant ma naissance. J'en ai parlé à ma tante et je lui ai dit que dans mon rêve il me disait toujours que si j'avais un problème il suffisait de regarder mes mains, que c'est comme ça qu'on trouve une solution. Elle m'a répondu qu'il disait ce genre de choses tout le temps. Quand j'étais enfant, je rêvais que j'épousais mon béguin du collège. C'est exactement ce qui s'est produit. J'ai aussi fait d'autres rêves assez troublants à propos de personnes que je n'avais jamais rencontrées mais dont j'avais entendu parler, où elles se blessaient gravement ou mettaient fin à leur jour, et cela arrivait réellement quelques jours plus tard. Ça m'est arrivé quand j'avais à peu près 30 ans. Je roulais sur l'autoroute, vraiment vite, concentré sur la route. À un moment, j'ai dépassé une petite dame âgée. Elle était minuscule derrière son volant, on aurait dit qu'elle peinait à voir la route. Elle avançait très lentement, collée à la voie d'arrêt d'urgence, comme si elle avait peur de se retrouver au milieu des voitures. Je l'ai dépassée sans difficulté et j'ai continué à bonne allure. Quelques miles plus loin, toujours lancée à la même vitesse, je remarque une voiture devant moi. Une silhouette penchée, les mains serrées sur le volant. Je me rapproche et je sens une petite secousse dans ma poitrine. C'était elle. La même vieille dame, la même voiture, la même posture, la même lenteur. Je savais que j'allais vite. Dans les 80, facile. Il n'y avait aucun moment où j'avais ralenti assez pour qu'elle me rattrape. Et elle, à la vitesse où elle roulait, elle n'avait aucune chance de passer devant moi discrètement. Il n'y avait ni sortie, ni échangeur, ni route parallèle qui aurait pu la ramener là. Rien. En la dépassant une deuxième fois, j'ai eu cette sensation étrange, celle qui te coupe la parole intérieurement. Comme si la route avait glissé sur elle-même, comme si j'avais avancé mais que quelque chose m'avait ramené sur un point déjà franchi. Elle, de son côté, gardait la même expression figée, comme si le monde autour d'elle se déroulait en boucle sans qu'elle en ait conscience. Quand mon frère avait 8 ans et que j'en avais 10, il a fait exactement le même cauchemar 3 nuits de suite et il l'a raconté à moi et à nos parents. Dans son rêve, le globe en verre qui recouvrait la lumière du plafond dans sa chambre prenait vie, se dotait d'un visage et le poursuivait partout dans la pièce. Il en parlait avec une telle précision que même moi, qui me moquais souvent de ces histoires, je commençais à le trouver un peu étrange. Environ une semaine plus tard, je jouais dans ma chambre avec une amie. Elle tapait dans un ballon gonflable, un jeu complètement banal, et elle l'a lancé un peu trop haut. Le ballon a frappé le globe de la lampe qui était exactement le même modèle que celui de la chambre de mon frère. Le verre s'est brisé aussitôt et les morceaux sont tombés sur moi. J'étais assise juste en dessous sans rien voir venir. En un instant je me suis retrouvé au sol avec du sang sur les mains et sur mes vêtements. Mon amie s'est mise à crier et mes parents ont accouru. Ils m'ont emmené à l'hôpital et j'ai dû recevoir des points de suture au-dessus de la lèvre supérieure, entre les yeux et à un petit endroit dans le dos. Je me souviens encore de l'odeur de l'antiseptique, de la sensation froide du métal sur ma peau et du regard inquiet de ma mère qui ne me quittait pas. Pendant les jours qui ont suivi, la maison semblait silencieuse comme si tout le monde cherchait à éviter le sujet.
Mon frère n'osait plus entrer dans sa chambre sans allumer la lumière du couloir d'abord. Il n'a pas reparlé de son rêve, mais je voyais bien qu'il y pensait encore. L'an dernier, j'ai vécu 2 jours entiers où tout ressemblait à du déjà-vu. Pas juste une impression passagère, mais une sensation continue, presque comme si je rejouais une scène déjà écrite. Le premier jour, je n'ai compris qu'à la toute fin à quel point c'était étrange. Je parlais avec quelqu'un quand, au milieu de la conversation, j'ai su exactement ce qu'il allait dire. Les mots sont sortis de sa bouche dans l'ordre précis que j'avais en tête. Pas une approximation. Comme si j'avais déjà vécu ce moment une première fois, quelque part, dans une version effacée de ma journée. Le deuxième jour a été encore plus troublant. Je discutais par message avec 2 amis en même temps, et d'un coup, tout m'a frappé d'un seul bloc. J'avais déjà eu ces conversations. Mot pour mot. Les phrases, les réactions, même les pauses entre les messages, tout collait. J'ai fini par le dire à l'un des 2, parce que garder ça pour moi devenait trop bizarre. Ce qui rend tout ça encore plus étrange, c'est que la veille, j'avais eu cette intuition oppressante. Un pressentiment que quelque chose d'important allait se produire. Je l'avais même noté quelque part, comme si mon esprit essayait d'enregistrer un avertissement. Cette nuit-là, j'avais rêvé d'un scénario précis, mais je n'arrivais pas à en sortir. Chaque fois que l'histoire tournait mal, je me réveillais en sursaut, je me rendormais, et je retombais dans le même rêve, exactement au même point. Comme si mon cerveau rechargeait une sauvegarde. Et j'essayais, encore et encore, de changer la fin. Dans le rêve, ça se terminait par quelque chose de terrible. Quelqu'un mettait fin à ses jours. Et malgré mes efforts pour modifier la suite, j'arrivais toujours à ce dénouement tragique. C'était comme courir après une porte qui se refermait sans cesse. Sauf que dans la réalité, la nuit suivante n'a pas suivi ce scénario sombre. La personne en question n'a rien fait, rien tenté, rien approché de dangereux. Tout s'est déroulé normalement, presque banalement. C'est seulement 2 jours plus tard qu'il m'a écrit. Il m'a confié qu'il se sentait un peu perdu ces derniers temps, mais que certains moments de cette fameuse nuit lui avaient apporté un peu de clarté, une sorte de lumière au milieu du chaos. Il n'a jamais su ce que j'avais rêvé, ni la fin que je craignais de voir se concrétiser. À la fin de ma vingtaine, mes amis et moi organisions souvent des soirées dans nos appartements et on passait des heures à danser sous MDMA. Mon ami et moi plaisantions tout le temps à propos du niveau de lumière dans le salon où on dansait. Je préférais une ambiance plus sombre et lui voulais toujours un éclairage plus vif. La lampe était une lampe tactile à 4 niveaux de luminosité et chaque touche augmentait l'intensité. Un soir, il a quitté la pièce pour aller chercher une boisson, alors j'ai baissé la lumière d'un cran. Quand il est revenu, il a râlé en disant que c'était encore trop sombre et il s'est approché de la lampe pour augmenter la luminosité. À ce moment-là, j'étais vraiment très perché et j'avais la conviction profonde que garder la lumière plus faible rendait la musique et la danse plus fluides, comme si l'énergie de la pièce dépendait de ce détail. Je fixais la lampe en me disant que si la lumière montait d'un niveau, tout l'équilibre du moment se perdrait. Il a posé son doigt sur la base de la lampe et l'ampoule a lâché exactement à ce moment. Une étincelle, un petit bruit sec et la pièce est retombée dans une pénombre encore plus douce que celle que j'espérais. Il m'a vu regarder la lampe avec insistance et son expression a changé. On aurait vraiment dit que j'avais fait exploser l'ampoule juste en la fixant. Il a posé la bouteille qu'il tenait et m'a regardé comme si quelque chose d'inexplicable venait de se produire. Même moi j'avais l'impression d'avoir déclenché un truc sans comprendre comment. Il s'est ensuite mis à rire nerveusement, mais pendant quelques secondes il y avait eu un silence très étrange, presque solennel. Quand j'étais ado, j'avais ce bandeau marron avec des rayures. Un modèle étrange, presque unique. Le dessus s'ouvrait largement, ce qui lui permettait de couvrir la tête comme une petite casquette souple et de faire de l'ombre. La plupart des bandeaux ont un nœud au milieu et serrent un peu, mais celui-là avait une forme particulière. Ma mère l'adorait, moi aussi. On se le partageait sans même en discuter, un jour chez l'une, un jour chez l'autre.
Il m'a suivi pendant plus de 25 ans. Il a traversé mes déménagements d'étudiante, puis mes appartements d'adulte. Il passait régulièrement de ma salle de bain à celle de ma mère, presque comme un objet familial. Et puis un jour, plus rien. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était 2 maisons en arrière. Après ça, disparu. J'ai fouillé tous les endroits possibles, chaque coin, chaque boîte. J'ai trié, jeté, rangé 2 fois de fond en comble. Le bandeau était devenu une sorte de légende domestique. J'avais fini par accepter qu'il avait disparu depuis une décennie. Pendant toutes ces années, ma mère n'a jamais cessé d'en parler. Elle en parlait parfois en rangeant, parfois en été quand le soleil tapait trop fort. On cherchait vaguement un modèle similaire dans les magasins, mais rien ne ressemblait vraiment au nôtre. Hier, je voulais retrouver ma brosse à peluche. Je farfouille dans un tiroir que j'ouvre presque tous les jours, un tiroir que je connais par cœur. Et là, il était posé. Le bandeau. Celui qu'on croyait perdu depuis 10 ans. Il était là, comme si quelqu'un l'avait glissé dans le tiroir 5 minutes avant que je l'ouvre. Pas froissé, pas poussiéreux, pas enterré sous des objets. Bien visible. Prêt à être trouvé. Il n'y a aucun univers dans lequel ce bandeau était resté dans ce tiroir pendant tout ce temps sans que je le voie. Je l'aurais remarqué des dizaines de fois. Je l'aurais déplacé. Je l'aurais porté. La seule logique possible, c'est qu'il a réapparu. Juste réapparu, comme si la réalité avait fait une mise à jour en douce pendant la nuit. Le plus drôle, c'est que l'objet que je cherchais à la base, ma brosse anti-peluche, elle, s'est volatilisée. Je l'ai retournée 3 fois, rien. Comme si la réalité avait échangé les 2 objets, un pour un. Ma vie est remplie de coïncidences étranges qui semblent s'enchaîner comme si quelqu'un suivait un fil invisible. Après ma naissance, un de mes oncles qui vivait à l'étranger a épousé une femme qui avait exactement le même prénom que moi. Elle a pris son nom de famille et pendant des années il y a donc eu quelque part dans un autre pays une femme qui portait exactement mon nom complet. Plus tard, j'ai travaillé dans une petite entreprise d'une dizaine de personnes. L'un de mes collègues avait un nom qui sonnait presque comme le mien mais écrit différemment. Un autre était né le même jour que moi mais pas la même année. À chaque fois que je pensais avoir remarqué une coïncidence nouvelle, une autre finissait par apparaître comme si ces similitudes me suivaient partout. Après mon mariage, j'ai pris le nom de famille de mon mari. 1 an plus tard, son frère a épousé une femme qui portait mon prénom. Elle a pris le nom de son mari et soudain il y avait une deuxième personne qui partageait exactement la même combinaison prénom-nom que moi dans la même famille. Tout le monde plaisantait en disant qu'il fallait désormais nous distinguer par nos chaussures, nos voix ou nos habitudes, parce que nos identités administratives étaient désormais presque interchangeables. Et tout cela a continué. Il y a quelques jours, je suis allé à la banque et la guichetière m'a demandé ma pièce d'identité. Elle a souri et m'a dit qu'on partageait le même anniversaire. Je lui ai demandé si elle était aussi née la même année. Elle a relevé la tête comme si je venais de lui annoncer quelque chose de complètement improbable et elle m'a confirmé que oui. Elle n'avait d'abord remarqué que le mois et le jour mais en voyant l'année elle a eu un véritable moment de surprise. Je rentrais chez moi comme d'habitude. Une journée parfaitement banale, rien d'inhabituel, presque ennuyeuse. Puis en tournant au coin de la rue, je l'ai vu. Un homme se tenait sur le trottoir avec, dans les mains, un grand carton rigide découpé en forme de chat. Pas une peluche, pas un costume, pas une mascotte. Un chat complètement plat, comme un panneau que tu collerais sur un décor d'école. Et lui, il tenait ça comme si c'était un compagnon vivant. Il parlait au carton d'une voix très sérieuse. « Alors qu'est-ce que tu en penses, mon vieux? On le prend ou pas ?» Les gens passaient à côté sans réagir. Personne ne s'arrêtait, personne ne fronçait les sourcils. C'était comme si tout le monde voyait cette scène comme une situation totalement normale. Pendant que moi je restais planté là, incapable de savoir si j'étais témoin d'un sketch étrange ou si j'étais le seul à remarquer que quelque chose clochait. J'ai détourné les yeux une seconde pour regarder derrière moi parce que j'avais vraiment l'impression d'être observé.
Je me suis retourné presque aussitôt, 3 secondes tout au plus. L'homme avait disparu. Le carton aussi. Plus rien. Pas de porte, pas d'entrée d'immeuble, pas même une voiture arrêtée. Une rue parfaitement vide, comme si l'endroit avait effacé ce qui venait juste de se passer. Je suis resté là un moment sans bouger. Mon esprit tournait en rond, incapable de ranger cette scène dans une catégorie connue. Il n'y avait aucune logique. Un homme parlant à un chat en carton, tout le monde agissant comme si c'était banal, puis les deux disparaissant en un battement de cils. Le plus étrange, c'est que plus j'y repense, plus j'ai la sensation que la scène avait été posée là exprès. Comme si quelqu'un avait déposé un événement impossible sur mon chemin pour voir comment j'allais réagir. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression d'être dans un jeu vidéo où un personnage non-joueur déclenche une quête secondaire sans prévenir. Sauf que là, rien n'a suivi. Aucune explication, aucun indice, juste cette apparition absurde qui s'évanouit aussitôt. En rentrant chez moi, j'ai essayé de me rappeler tous les détails. La posture de l'homme, la façon dont il tenait le carton, le ton de sa voix. Je me suis même demandé si quelqu'un n'avait pas filmé la scène, mais il n'y avait aucune caméra, aucun téléphone levé. Tout était silencieux et incroyablement ordinaire, à part ce duo improbable qui s'était matérialisé puis volatilisé. Depuis, cette image me revient au hasard de la journée. Parfois je revois le chat en carton avec ses yeux imprimés, parfaitement immobile, pendant que l'homme lui demande sérieusement conseil. Mon grand-père était plongeur dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans son carnet de notes, la dernière chose qu'il a écrite concernait 2 chiffres qu'il voyait sans arrêt. Le 4 et le 16. Ils apparaissaient sur les horloges, dans les journaux et un peu partout autour de lui comme si ces nombres le suivaient. Je suis né 4 ans et 16 jours après sa mort. Mes parents m'ont souvent raconté que chaque fois qu'une émission sur la Seconde Guerre mondiale passait à la télévision, je devenais complètement absorbé. Je pouvais rester immobile pendant des heures à regarder des documentaires sur les navires de guerre. J'avais aussi une fascination très forte pour l'eau et j'adorais nager au point que mes parents pensaient parfois que j'avais une relation instinctive avec tout ce qui touchait à la mer. Plus tard, mes parents m'ont emmené en ville où un événement de la marine avait lieu dans le port. Il y avait des navires ouverts au public et je grimpais partout avec une aisance qui surprenait un peu les adultes autour de moi. À un moment, j'ai escaladé le support d'une mitrailleuse 50. Ma mère s'est inquiétée et a demandé à un marin si c'était sans danger. Il lui a répondu en riant que je n'avais pas la force nécessaire pour faire quoi que ce soit. Pendant qu'il disait cela, je tirais déjà sur le levier et j'ai réussi à armer l'arme comme si j'avais toujours su comment elle fonctionnait. Je me suis penché pour regarder dans la ligne de mire, mais le marin m'a saisi aussitôt, complètement surpris. Il y a une photo de ce moment où on voit son expression incrédule et moi qui semble concentré comme si je savais exactement ce que je faisais. Ma femme et moi faisons la lessive et nous l'étendons sur l'une de nos terrasses. Ces terrasses sont au dernier étage et il est totalement impossible que quelqu'un puisse y accéder depuis l'extérieur. L'année dernière, au milieu de nos vêtements, nous avons trouvé un maillot de bain noir pour homme accroché avec soin. Il n'avait pas été jeté depuis un balcon voisin. Il n'était pas à nous et pourtant il était suspendu exactement comme nos propres affaires. Personne dans mon entourage n'a jamais admis qu'il lui appartenait. Nous l'avons encore aujourd'hui et nous plaisantons parfois en disant qu'il s'agit d'un cadeau venu du ciel, même si au fond cela nous laisse une étrange question sans réponse. En plus de tout cela, j'ai le souvenir très net d'une série qui s'appelait Love, Death, Sex and Robots. Dans une saison qui n'existe plus à mes yeux, il y avait un épisode où un homme mourait pour se réveiller dans un corps de robot perdu dans le vide. Une silhouette ressemblant à un moine apparaissait et lui offrait une enveloppe de chair. L'histoire révélait ensuite que le moine était lui aussi un robot et que tout ce qui semblait humain n'était qu'un masque. Cet épisode a totalement disparu. Impossible de le retrouver dans les listes, les discussions en ligne ou les anthologies. Pourtant je me souviens de scènes précises, de couleurs, d'une ambiance qui ne ressemble à aucun autre épisode existant. Et pour ajouter une couche à cette impression bizarre, je me souviens parfaitement que le logo Fruit of the Loom avait cette fameuse corne d'abondance derrière les fruits.
J'en suis persuadé parce que j'avais un t-shirt avec ce logo quand j'étais enfant. Aujourd'hui, ce détail n'apparaît plus nulle part. On me dit que je me trompe, mais j'ai la sensation de décrire quelque chose que j'ai littéralement vu des dizaines de fois. Chaque 20 novembre, Facebook me ressort le même souvenir de 2009. Un statut qui dit « Je vais à l'enregistrement du Dimitri Martin Show ». Et juste en dessous, dans les commentaires, j'ai écrit « Finalement non, ils ont coupé la file genre 10 personnes devant nous ». Sur le papier, tout est logique. Je suis fan de lui, ça aurait clairement été un truc énorme pour moi à l'époque. C'est typiquement le genre de sortie dont j'aurais parlé pendant des semaines. J'aurais raconté le trajet, l'attente dans la file, l'ambiance du studio, tout. Sauf que là, il y a un problème très étrange, je n'ai absolument aucun souvenir de ça. Je ne sais même pas dans quelle ville j'étais censé être ce jour-là. Je ne revois pas la salle, ni la rue, ni la file d'attente. Je ne me souviens pas de ce moment où on se rend compte qu'ils ferment les barrières juste avant nous, ni de ma réaction, ni de la tête de la personne qui était avec moi. C'est comme si quelqu'un d'autre avait vécu cette scène à ma place et avait utilisé mon compte pour la raconter. Pourtant, les détails sont là, noir sur blanc. Le statut sonne exactement comme moi à l'époque, le ton, les tournures, même le genre de blague que je faisais. J'ai regardé plusieurs fois l'heure et la date, j'ai vérifié l'année, j'ai même essayé de me souvenir de où j'habitais en novembre 2009, de qui j'aurais pu convaincre de m'accompagner. Rien. C'est comme si ma mémoire, à partir de cet événement précis, sautait directement par-dessus. Avec le temps, j'ai essayé d'enquêter un peu. J'ai fait défiler mon mur Facebook autour de cette date, pour voir ce que je postais avant et après. La veille, des trucs tout à fait normaux, des blagues, des statuts banals. Le lendemain aussi, comme si rien ne s'était passé. Aucun « je suis dégoûté pour hier » ou « vous ne devinerez jamais ce qui nous est arrivé à l'enregistrement ». Juste un trou. Comme si cet épisode n'avait laissé aucune trace émotionnelle dans ma tête, alors qu'il aurait dû au minimum me frustrer. J'ai même essayé de me rappeler qui, dans mon entourage, aimait Dimitri Martin à l'époque. J'ai fouillé ma liste d'amis, j'ai revu des vieux noms, j'ai rouvert quelques conversations anciennes pour voir si j'en parlais à quelqu'un. Aucune mention. Personne ne se souvient y être allé avec moi. Quand j'en parle aujourd'hui, les gens me répondent « Sérieux, tu avais posté ça ?» comme s'ils le découvraient en même temps que moi. Et pourtant, chaque 20 novembre, la notification arrive. Souvenir d'il y a 15 ans. Et je revois ce message, ce moi du passé qui s'enthousiasme pour un enregistrement d'émission qui n'existe dans ma tête que sur cet écran. C'est comme si cet événement avait eu lieu dans une version alternative de ma vie, parallèle à la mienne, et que le seul fil qui relie les deux réalités, c'est ce statut Facebook qui remonte tous les ans. À force, c'est presque devenu un rituel. Je vois la notification, j'ouvre, je relis le statut, je ressens ce mélange de perplexité et de léger malaise. Je reste là quelques secondes devant l'écran, en essayant encore une fois de forcer mon cerveau à recomposer la scène. Je me dis que peut-être, cette année, un détail va surgir, une image va remonter, une odeur de salle de spectacle, un bout de trottoir, un panneau, une phrase que quelqu'un aurait dite dans la file. Mais non, toujours rien. Juste un vide parfaitement lisse. Ce qui me perturbe le plus, ce n'est même pas de ne pas avoir assisté à l'émission. C'est de ne pas me souvenir d'avoir cru que j'allais y assister. J'ai manifestement fait la queue, attendu, puis été recalé, et normalement ce genre de truc reste, surtout quand on est fan. Même le simple fait d'avoir été déçu aurait dû laisser une marque dans ma mémoire. Là, c'est comme si l'événement avait glissé en dehors de ma trajectoire habituelle, comme si cette journée avait appartenu à une version de moi dont je n'ai gardé que la preuve écrite. Je n'essaie pas de convaincre que l'immortalité quantique est la vérité, je partage simplement pourquoi elle est devenue la seule explication qui avait du sens pour moi. Et oui, je suis en sécurité maintenant, en thérapie, surveillé, entouré. Ce n'est pas un défouloir, c'est le schéma que j'ai vécu. Tentative 1 à 15 ans. 50 comprimés mélangés, des médicaments pour le cœur, les reins,
l'Alzheimer, avalé d'un coup. Après un moment, j'ai senti chaque organe de mon corps se tordre. Puis j'ai flotté au-dessus de moi, détaché, sans douleur. Des spirales en noir et blanc m'ont tiré vers le bas comme si le temps s'effondrait. Des heures plus tard, je me suis réveillé complètement indemne. Je suis allé voir des médecins et ils n'ont rien trouvé, aucun organe abîmé, aucune trace d'empoisonnement. C'était pour moi la première survie impossible. Tentative 2 à 16 ans. Je suis allé au village de mon grand-père avec lui et j'avais un plan en tête. Je l'ai regardé charger le fusil dans la forêt alors que j'étais à côté de lui, je savais qu'il avait mis des cartouches. Je l'ai mis dans ma bouche et j'ai appuyé sur la gâchette. Le temps s'est ralenti jusqu'à devenir presque immobile, 5 minutes de silence épais comme du sirop. Quand le clic a finalement résonné, rien. Le fusil était vide, pas enrayé, pas de raté, simplement vide. C'est à ce moment-là que j'ai senti pour la première fois que l'univers prenait une autre voie. Tentative 3 à 18 ans. J'ai sauté du 5e étage de mon bâtiment universitaire en pleine nuit. La chute a semblé durer 5 minutes. Chaque pensée et chaque détail était trop net. Quand j'ai touché le sol, j'ai senti mes os se briser et le sang couler à l'arrière de ma tête, tout en restant conscient pendant ce qui m'a semblé être des heures. Puis quelqu'un a touché mon épaule, je me suis levé. Aucun sang par terre, aucun os brisé, seulement une petite cicatrice à la tête et une cheville fissurée. Tout le monde a pensé que j'avais trébuché et j'ai dû leur faire croire ça aussi. Mon esprit avait l'impression de changer de voix, quelque chose sonnait faux. Tentative 4 à 19 ans. Je me suis ouvert les poignets largement. Du sang partout, trempant les draps de façon impressionnante. Tout mon corps était lourd, tiré vers le sol comme si une gravité supplémentaire venait d'être activée. Puis pendant un moment je me suis senti creux, comme si ma conscience avait quitté mon corps. Ensuite je me suis réveillé et j'ai réalisé que 2 heures avaient passé. Mon ami me secouait, inquiet en voyant la scène. Les draps étaient plutôt propres. La majeure partie de mes poignets ne présentait que du sang séché. Mes bras sont restés affaiblis pendant des mois et les médecins m'ont dit de ne pas porter de poids pendant un moment. J'étais devenu fou de frustration jusqu'à ce que je me rappelle la théorie. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue inévitable pour moi. J'ai 20 ans maintenant. Je n'ai jamais halluciné en dehors de ces moments si ce sont vraiment des hallucinations. On soupçonne chez moi un trouble borderline ou bipolaire mais pas de psychose, pas de délire. Mon psychiatre est au courant de tout. Mais après chaque mort qui aurait dû être définitive, le monde semblait légèrement différent. Des gens que je connais se souvenaient différemment de souvenirs partagés. Des conversations dont j'étais certain semblaient ne jamais avoir eu lieu. La texture de la réalité semblait changer chaque fois, la lumière, l'atmosphère, même certains souvenirs étaient décalés et des moments de type effet Mandela se sont accumulés. C'était comme si je franchissais de côté une version légèrement différente du monde où j'avais survécu à chaque fois. Je m'ouvre seulement parce que je ne devrais pas être ici, pas dans une ligne temporelle qui suit les règles que j'ai apprises. Peu importe ce qui s'est passé, j'ai eu l'impression que ma conscience choisissait toujours un chemin où je vivais. C'est tout ce que je voulais partager. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un défouloir, je vais bien mieux aujourd'hui que dans ces moments. Je voulais partager mes expériences et les signes de la théorie de l'immortalité quantique. Seul mon thérapeute et mon psychiatre savent tout ça et je ne pouvais pas m'empêcher de le partager car j'étais trop surchargé par toutes ces pensées. J'espère que l'on ne me verra pas comme un monstre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.